Aujourd'hui, nous allons étudier les fonctions de la description dans le roman. Et nous allons commencer par la fonction la plus ancienne, dont l'exemple, l'archétype, est la célèbre description du bouclier d'Achille au chant 18 de l'Iliade. Elle apparaît comme une récréation dans le récit et manifeste la virtuosité rhétorique du poète qui rivalise avec d'autres arts comme l'orfèvrerie et la sculpture. On appelle cette fonction la fonction ornementale. On la retrouve dans les grandes fresques de Zola qui décrivent les halles dans le ventre de Paris, un de ses romans. Ce sont de véritables documents, des tours de force stylistiques, dont le but est de décrire sans lasser le lecteur, tout en montrant la richesse de son savoir. Alors on peut en voir ici un exemple dans la description des fruits. À l'étalage, les beaux fruits délicatement parés dans des paniers avaient des rondeurs de joues qui se cachent, des faces de bel enfant entrevues à demi sous un rideau de feuilles. Les pêches surtout, les montreuils rougissantes, de peau fine et claire comme des filles du Nord, et les pêches du Midi, jaunes et brûlées, ayant le hâle des filles de Provence. Les abricots prenaient sur la mousse des tons d'ambre, ces chaleurs de coucher de soleil qui chauffent la nuque des brunes, à l'endroit où frisent de petits cheveux. On voit bien ici comment Zola manifeste sa connaissance des variétés de fruits, tout en les comparant à des jeunes filles attirantes et sensuelles. Alors, nous allons voir à présent une nouvelle fonction de la description qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle avec l'avènement du romantisme. La description ne vaut plus seulement pour elle-même en tant qu'imitation d'un décor ou d'un paysage. Elle établit une relation entre l'extérieur et l'intériorité du personnage. En fait, en décrivant la nature, on cherche à exprimer ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. Un passage des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau nous en donne une excellente illustration. Depuis quelques jours, on avait achevé la vendange. Les promeneurs de la ville s'étaient déjà retirés. Les paysans aussi quittaient les champs jusqu'aux travaux d'hiver. La campagne encore verte et riante, mais défeuillée en partie et déjà presque déserte, offrait partout l'image de la solitude et des approches de l'hiver. Il résultait de son aspect un mélange d'impressions douces et tristes, trop analogues à mon âge et à mon sort pour que je n'en fisse pas l'application. Je me voyais au déclin d'une vie, innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétri par la tristesse et desséché par les ennuis. Seul et délaissé, je sentais venir le froid des premières glaces. On voit clairement ici comment la description de la nature exprime l'intériorité du personnage qui la contemple, la douceur triste de la lumière, la flétrissure des fleurs, le froid hivernal, traduisent le sentiment de désillusion, de tristesse et d'isolement ressenti par le héros. On parle alors de fonction expressive de la description. Dans le Père Goriot, la physionomie, l'habillement, l'ameublement et tout l'environnement des personnages révèlent leur psychologie et la justifient. Au fondement de cette relation, il y a une théorie implicite du milieu. Les êtres sociaux, comme les êtres vivants, sont en adéquation avec le milieu où ils vivent, et par conséquent sont interprétables à partir de lui. On sait comment, dans le Père Goriot, Balzac fait de la pension Vauquer le symbole de ses occupants. On parle alors de fonction symbolique de la description. Celle-ci peut parfois présenter une valeur annonciatrice ou proleptique, c'est-à-dire qu'elle permet d'annoncer ce qui va se passer par la suite. Par exemple, la description de la pension Vauquer au début du roman, à travers l'avarice de Madame Vauquer, l'aspect sordide et misérable des lieux,
montre l'importance de l'argent dans la suite du roman. En effet, l'argent va devenir un véritable vecteur de réussite sociale. Le père Goriot, le héros du roman, va petit à petit se ruiner complètement pour ses filles. Et on va pouvoir également assister à la cupidité, enfin au comportement de certains personnages motivés par leur cupidité. Alors nous pouvons à présent récapituler les 3 fonctions principales de la description. Alors la fonction ornementale, qui présente la description comme une véritable œuvre d'art. La fonction expressive de la description qui permet de mieux connaître les sentiments et les pensées du personnage qui contemple le paysage en question. Ou encore la fonction symbolique de la description qui permet de mieux comprendre le comportement et les motivations des personnages et même de prévoir ce qui va leur arriver. Alors, je me suis inspirée pour le texte de cette capsule d'un article de Laurent Jenny intitulé Méthodes et problèmes, la description, et en particulier du grand 4 qui présente les différentes fonctions de la description, donc du département de français moderne à l'Université de Genève, article datant de 2004.